Good afternoon, everyone. I'm Sara Pini, Deputy Head of the President Office at the European People's Party. And on behalf of the EPP, welcome to another episode of EPP Family Talks. Today, we are very glad to welcome Mr. Michel Barnier, who is the head of the European Commission's Task Force for Relations with the United Kingdom. And before being chosen by former President of the European Commission, Jean-Claude Juncker, to lead negotiations with the UK, he has held several mandates at all possible levels, from the General Council of the Savoy region to the French Parliament and French government, and of course the European Parliament and the European Commission. Monsieur Barnier, merci beaucoup d'avoir pris le temps de parler avec nous aujourd'hui. Good afternoon, Sarah, and good afternoon to all our friends. If I may, I will switch to French, if you allow me, just to give a proof of the cultural diversity we need to maintain everywhere, including the EPP. Hein? Oui, bien sûr, c'est important. Et d'ailleurs, d'autant plus que maintenant, les Britanniques ne sont plus dans l'Union européenne, voilà, il faut redonner du poids aux Français. Sarah, sur ce point qui est important, moi j'ai une vision très passionnée et très proactive de la défense de la langue française, qui n'est pas seulement la langue des Français, qui est partagée par des centaines de millions de citoyens dans le monde, mais j'ai une vision qui n'est pas recroquevillée. En d'autres termes, on peut défendre une langue. Il y a 24 langues officielles dans l'Union européenne, toutes ont leur importance, et on peut aussi pratiquer, pour communiquer entre nous, la langue britannique, la langue anglaise, et c'est assez logique de pouvoir le faire. Je rappelle qu'il y a aussi deux pays, la République d'Irlande et Malte, où l'on continue à parler anglais. Donc c'est normal que l'on utilise cette langue quand il le faut. Bien sûr. Donc évidemment, nous allons parler surtout de Brexit aujourd'hui, mais avant cela, je voudrais vous poser la question rituelle des CPP Family Talks. Comment vous portez-vous après un an de pandémie et de confinement à répétition, et comment se portent vos compatriotes? Parce que je sais que la campagne de vaccination en France avait démarré quelque peu au ralenti. Est-ce que les choses se sont améliorées maintenant? Quelle est l'atmosphère que vous respirez en France? D'abord, Sarah, je suis toujours ici à Bruxelles pour quelques semaines encore, à la demande de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, qui m'a demandé, après la fin de ma mission, le Brexit étant maintenant conclu par 2 traités, de continuer à accompagner jusqu'au bout, sans doute au mois de mars, le processus de ratification du Parlement européen, qui est très important et qui exige de la disponibilité. Donc je vais continuer à suivre ce processus et à l'accompagner pendant quelques semaines. Donc je suis toujours ici. Évidemment, la situation de mon pays, comme d'autres pays européens, est plus importante que ma situation personnelle. Moi-même, j'ai été touché par le Covid il y a maintenant presque un an. Pas gravement, mais sérieusement. Et j'ai pu constater que ce virus était agressif et qu'il faut donc faire très attention, se protéger soi-même et en même temps protéger les autres, ce qui revient à quelque chose qui est pour moi une maxime, ou peut-être beaucoup plus qu'un slogan, qui est l'idée de chacun pour tous. Et dans cette pandémie, il faut chacun agir, se protéger pour soi-même et aussi pour tous les autres. Mon pays est engagé dans maintenant un processus de vaccination après quelques difficultés au démarrage. J'ai toujours évité, dans cette gravité sérieuse de la pandémie, d'utiliser cette difficulté ou cette crise pour des raisons polémiques. Je pense qu'il faut faire attention. Moi, je ne suis pas du tout qualifié pour donner des leçons dans ce domaine. Je ne suis pas médecin. Il y a beaucoup de gens qui donnent des leçons un peu à tort et à travers. Donc, je fais confiance aux autorités de mon pays pour prendre les bonnes décisions. Et je suis heureux aussi, même s'il y a eu des critiques ou des questions, que les 27 pays européens, avec la Commission, aient choisi de mutualiser les commandes, les programmes de vaccination, de commandes de vaccins, pour que tous les 27 pays, grands ou petits, puissent être traités de manière équitable. Merci beaucoup. Passons donc maintenant au Brexit. Tout d'abord, bien comme vous l'avez déjà répété à plusieurs reprises dans toutes les instances, je
tiens à vous remercier une fois de plus au nom du PPE pour le remarquable travail que vous avez mené au cours de ces longues années de négociations très intenses. Et aujourd'hui, presque 5 ans après le référendum britannique, nous avons maintenant sur la table un texte de, je pense, quelques 1200 pages qui doit gérer les relations entre l'Union européenne et celui qui est désormais malheureusement un État tiers. Comment évaluez-vous ce résultat? Et tout d'abord, soyons positifs, quelles sont à votre avis les principales réussites de cet accord? Alors d'abord, merci pour votre appréciation, Sarah. C'est un travail collectif que j'ai eu l'honneur de conduire, une équipe formidable ici à la Commission que Jean-Claude Juncker puis Ursula von der Leyen m'ont permis de constituer. 70 personnes, 17 nationalités, des gens extrêmement motivés et qui ont pu travailler avec tous les services de la Commission, avec le Parlement, avec le Conseil des ministres et avec chacun des États membres. Et voilà comment nous avons pu travailler à l'unité des 27. Et c'est ça le principal acquis ou la principale réussite, pour reprendre votre mot, de ce traité qui, pour le reste un traité qui organise un divorce. Donc il n'y a pas de quoi se féliciter, il n'y a pas de quoi faire de l'autosatisfaction, je n'en ai aucune. J'ai fait mon travail, j'ai le sentiment d'une mission accomplie pour ordonner, si on peut le dire, un divorce. Et nous avons fait 2 traités. Le premier qui organise le divorce institutionnel et politique depuis le mois d'octobre 2019 et le Royaume-Uni, sur la base de ce traité, est sorti de manière ordonnée de l'Union européenne le 31 janvier 2020. Et nous avons dans ce premier traité, qui reste important et qui est un des 2 textes qui encadrent la future relation avec le Royaume-Uni, nous avons traité dans ce document à la fois la question des citoyens. Je suis sûr que certains d'entre nous nous écoutent dans notre famille du Parti populaire européen, qui ont leurs droits désormais sécurisés pour eux-mêmes, pour leur famille, pour la durée de leur vie. Je parle des citoyens qui ont acquis des droits au Royaume-Uni. Il y en a près de 3,5 millions jusqu'au mois de décembre de l'année dernière, où tous les citoyens britanniques qui vivent dans un des pays européens et qui ont également acquis des droits jusqu'au 31 décembre dernier. Et puis la question de l'Irlande, qui est très sensible, qui fait l'objet d'un cadre, j'espère, stable pour préserver la paix dans ce premier traité, et aussi les questions de règlement financier. Et puis nous avons un deuxième traité qui est ici. Il n'est pas complet, là il manque les annexes, c'est pour ça qu'il fait 1400 pages, qui lui organise de manière ordonnée le deuxième divorce, c'est-à-dire le divorce économique et commercial. Je rappelle que le Royaume-Uni a voulu quitter l'Union, le marché unique et l'Union douanière. Et ça a beaucoup de conséquences. Et en quittant le marché unique, l'Union douanière et l'Union européenne, le Royaume-Uni quitte 600 accords internationaux, 600, que nous avons signés au nom de l'Union et avec lui, avec beaucoup de partenaires dans le monde, notamment tous les accords commerciaux. Et donc, il a fallu retricoter ce que le Brexit a détricoté, et nous avons dans ce texte reconstruit une relation, je crois, ambitieuse, raisonnable avec le Royaume-Uni pour le commerce, et en même temps un commerce équitable et ouvert, free and fair, pour l'énergie, pour les transports, pour la pêche, évidemment, et puis pour la sécurité intérieure. Et j'étais, je le dis en passant, puisque vous avez qualifié ce travail de positif, très heureux tout au long de ce processus de pouvoir compter sur la confiance de mes amis, pas seulement eux, mais aussi mes amis, et d'abord eux, de ma famille politique, le PPE. Je pense à Joseph Daul d'abord, Donald Tusk maintenant, Manfred Weber, le président du groupe PPE, et beaucoup de députés comme David McAllister qui a animé le groupe de coordination du Parlement européen, et de pouvoir être disponible aussi pour répondre aux questions que mon parti, ma famille politique se posait sur cette difficulté sérieuse du Brexit. C'est très bien que vous soulignez qu'il s'agissait d'un processus compliqué parce que j'ai souvent entendu dire des citoyens ordinaires dire qu'est-ce que c'est pas si compliqué, ils sortent et puis après, évidemment, il y a plein de choses qu'il faut prendre en considération.
Mais par contre, évidemment, au cours de toute négociation, il faut aussi savoir faire des compromis. L'Union européenne n'a jamais prétendu, contrairement au Premier ministre Johnson, d'avoir le beurre et l'argent du beurre, ou comme ils disent au Royaume-Uni, to have the cake and eat it too. Et donc, forcément, il y a des choses qui sont restées en dehors de l'accord. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus de cela? D'abord, nous avons été, avant de parler de ce qui n'est pas dans l'accord, de ce qui est dedans, il n'y a rien dans cet accord qui fragilise le marché intérieur. Et ça a été notre préoccupation, celle des 27 gouvernements, celle du Parlement européen tout au long de ce processus, que de préparer un accord intelligent, bilatéral entre le Royaume-Uni et nous, mais jamais au détriment de ce qui est notre principal atout. La raison pour laquelle le président américain, celui d'aujourd'hui et celui d'hier, ou le président chinois nous respectent, c'est clairement la force et de cet écosystème qui est le marché intérieur avec 450 millions de consommateurs, 22 millions d'entreprises, petites et grandes, des normes communes, des standards communs, des régulations communes, des supervisions communes et une juridiction commune. Et je peux vous dire que le Parlement européen, j'étais l'autre jour avec Antonio Tajani, qui est un autre responsable du parti qui a été très vigilant et très, très solidaire dans cette action, et nous posions la question ensemble de l'intégrité du marché intérieur. Ça a été très clairement notre ligne principale que de préserver l'intégrité du marché intérieur. Voilà, ça c'est pour l'accord tel qu'il est et qu'il maintenant doit être appliqué rigoureusement et de manière pragmatique. Qu'est-ce qui n'est pas dans cet accord? Par exemple, pour les services financiers, qui sont très importants pour le Royaume-Uni, il n'a jamais été question de négocier sur les services financiers dans cet accord. Nous avons un processus autonome à la Commission européenne qui consiste à donner des équivalences et nous les donnerons un certain nombre en tenant compte de nos intérêts et aussi de la stabilité financière de la zone euro et du marché unique. Et puis, il y a toute la politique étrangère, la défense, la coopération que les Britanniques n'ont pas voulu discuter. Nous en discuterons plus tard quand ils le voudront. Il n'y a pas de fébrilité. Moi, je pense que c'est notre intérêt commun pour tous ces enjeux très graves de la lutte contre le terrorisme, de la stabilité de notre continent, que de coopérer avec le Royaume-Uni. J'espère que nous pourrons établir plus tard un cadre de coopération sur cette question de la sécurité extérieure. Bien sûr, comme vous le dites, les relations ne sont pas figées dans le marbre. On peut toujours trouver de négocier de nouveaux accords sur les questions qui sont restées en suspens. Et à part cela, reste-t-il d'autres questions à régler? Alors, il reste à appliquer ce traité. Parmi les questions qui ne sont pas traitées dans cet accord, parce que les Britanniques ne l'ont pas voulu, il y a une autre question qui intéresse beaucoup nos amis dans la famille du PPE et beaucoup de jeunes dans l'Europe, c'est la question d'Erasmus. Nous avons ouvert nos programmes au Royaume-Uni dans certaines conditions nouvelles, parfois moins favorables que lorsqu'on est des membres de l'Union européenne, mais c'est normal. Et parmi ces programmes, il y a le programme de recherche auquel les Britanniques veulent participer, puis il y a le programme Erasmus auquel ils ne veulent pas participer. Et personnellement, je le regrette, notre porte reste ouverte. Si plus tard ils veulent rejoindre ce programme, ils sont toujours les bienvenus. Non, le vrai souci maintenant, c'est celui de la vigilance avec laquelle nous devons mettre en œuvre ces deux accords, à la fois le premier et en particulier le protocole irlandais qui préserve de manière, c'est vrai, complexe mais opérationnelle, les conditions de la paix en Irlande. Il faut que ce protocole soit appliqué pour garantir la paix en Irlande et garantir en même temps la protection du marché intérieur, puisque je vous rappelle que tout animal vivant, tout produit qui rentre en Irlande du Nord, à Belfast, en arrivant de Grande-Bretagne, rentre en Belgique, en Pologne, en Allemagne, en France ou aux Pays-Bas mécaniquement. Donc nous avons besoin de contrôler ces produits qui rentrent en Irlande ou qu'ils rentrent parce qu'ils rentrent dans le marché unique et nous devons protéger tous les consommateurs du marché unique. Donc vigilance sur le protocole irlandais, vigilance pour la bonne application de ce traité qui est complexe, 1400 pages, nous l'avons dit, et nous avons un groupe bilatéral
qu'on appelle le Partnership Council, dans lequel la Commission européenne sera représentée par le vice-président de la Commission, Maroš Šefčovič, et les Britanniques doivent désigner leurs représentants. Et puis aussi, vigilance dans la suite de notre relation, puisque les Britanniques ont voulu retrouver leur autonomie réglementaire, leur autonomie législative. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Est-ce qu'ils vont l'utiliser raisonnablement pour développer leur pays, ou est-ce qu'en plus ils vont l'utiliser de manière agressive pour créer du dumping contre nous, dumping économique, dumping social, dumping environnemental? Et là, nous devons être vigilants. Déjà, depuis quelques semaines, ils ont annoncé leur intention de changer les législations sur le droit du travail, la durée du travail hebdomadaire, sur les pesticides, sur les réglementations bancaires. Donc, nous avons un risque que ce grand pays qui est juste à côté de nous, qui est un pays partenaire mais concurrent, veuille faire une forme de concurrence plus agressive. Et donc, dans ce traité, nous avons des outils pour répliquer si c'est nécessaire. Et nous verrons bien, j'espère qu'on n'aura pas à les utiliser, mais nous sommes prêts à le faire. Parce que, évidemment, votre mission, la mission de la Commission, c'est de protéger les intérêts des citoyens européens d'abord, avant tout. Mais d'abord ça, il faudra passer par la ratification du Parlement européen. Comment voyez-vous cette prochaine étape? C'est une étape qui est très prochaine, en effet, et qui est même engagée depuis quelques semaines. Toutes les commissions sont réunies, c'est ce dont je parlais avec Antonio Tajani. Nous avons déjà notre équipe, la task force, qui va changer de nature à la fin du mois de février, a répondu déjà à beaucoup d'invitations de toutes les commissions, moi-même des groupes politiques. Je suis allé devant le groupe à l'invitation de Manfred Weber l'autre jour, et d'autres groupes aussi. La conférence des présidents, j'ai rencontré le président Sassoli hier ici à Bruxelles. Donc le processus est engagé. Ce n'est pas à moi de vous dire à quel moment il sera conclu, mais ou à la fin février ou au mois de mars. Je pense que le Parlement sera en mesure, après avoir fait l'examen de ce texte dans le détail, un texte qu'il connaît, parce que nous l'avons co-construit. Moi, j'ai rencontré Sarah pendant près de 4 ans, chaque semaine, le groupe de coordination du Parlement, d'abord présidé par M. Verhofstadt, et depuis 1 an par David McAllister, et j'ai dit tout de cette négociation. Donc, le Parlement a, je pense que c'est une méthode très utile pour l'avenir aussi, j'espère, à bénéficier de cette transparence que Jean-Claude Juncker m'avait autorisé à utiliser au début et qui nous a permis de tout dire à tout le monde en même temps. Donc, on a ainsi pu travailler, je dirais presque faire du co-building de ce traité, de ces 2 traités pendant ces 4 ans et demi. Vous avez mentionné David McAllister qui par ailleurs est aussi vice-président du PPE, donc notre famille politique est bien représentée, je pense. Et donc après la ratification, quelles sont vos prochaines étapes? Est-ce que vous avez d'autres projets professionnels ou personnels? Oui, c'est évidemment dans cet entretien un peu moins important de parler de soi-même. Je reste un homme politique, attaché à ma famille politique, qui est au niveau européen le PPE, en France les Républicains. Nous sommes dans une situation difficile sur le plan politique depuis les dernières élections qui ont été perdues. Et donc je vais, je l'ai dit, revenir en France au terme de cette mission dans quelques semaines pour participer au débat public et participer à la reconstruction, exprimer ma voix, qui est celle que je viens de vous dire, avec beaucoup de force et beaucoup de détermination dans le débat politique français, à un moment où mon pays, je pense, comme d'autres, ont besoin de toutes les énergies. Et puis, peut-être cela intéressera-t-il nos amis de toute la famille du PPE. Je publierai au mois d'avril, mai, un livre en français et en anglais qui racontera l'histoire du Brexit, cette très longue négociation, le journal du Brexit. Ce sera un livre qui, j'espère, vous intéressera et qui aussi exprimera comment on a traité les conséquences du Brexit, comment on a organisé ce divorce ordonné, mais aussi qui évoquera les leçons que nous devons tirer du Brexit et pourquoi il faut être vigilant aux sentiments populaires qui s'expriment, à la fois sur le besoin d'identité nationale, c'est pas un gros mot, au besoin de protection, au besoin de réindustrialisation dans beaucoup de régions, et toutes ces nouvelles politiques que l'Europe est en train de mettre en place et qui répondent en partie aux sentiments populaires qui s'est exprimé il y a maintenant plus de 4 ans, presque 5 ans au Royaume-Uni. Il faut faire attention
à ne pas confondre ce sentiment populaire avec le populisme. Il faut répondre au sentiment populaire, il faut l'écouter, et il faut qu'il y ait un certain nombre de changements au niveau européen pour répondre à ce sentiment. Nous allons ajouter ce livre à notre liste de lecture que les invités des Pipi Family Talks nous suggèrent. Vous savez, le président Tusk reçoit souvent des lettres très touchantes de citoyens ordinaires du Royaume-Uni qui expriment leur regret pour ce malheureux divorce, mais aussi leur espoir de pouvoir un jour réintégrer la famille européenne. Est-ce que vous pensez que leurs rêves se réaliseront un jour? Moi aussi, j'ai reçu, comme Donald Tusk, beaucoup de lettres tout au long de cette longue période très émouvante et nous avons répondu à chacun. Euh, c'est le choix des citoyens britanniques. Ça a été leur choix majoritaire, 52%, de voter le Brexit et nous avons regretté ce vote. Moi, je ne l'ai toujours pas compris. Je n'ai toujours pas compris quelle était la valeur ajoutée du Brexit et personne n'a été capable, Sarah, de me le démontrer, cette valeur ajoutée. Mais nous avons respecté, nous avons organisé pour limiter les conséquences, puisqu'il s'agissait de ça dans une négociation, finalement une négociation négative, puisqu'un divorce, c'est toujours négatif. Et puis, l'avenir appartient pour le Royaume-Uni aux citoyens du Royaume-Uni. Voilà ce que je peux dire, ça sera leur choix et leur responsabilité. Et c'est important de nous rappeler qu'il y a aussi une moitié de la population qui avait voté pour rester dans l'Union européenne et qui maintenant se sent un peu privée de sa maison. Je pense en particulier à une lettre que le président Tusk a reçue avec une lettre brodée qui symbolisait une étoile brodée qui symbolisait l'étoile britannique déplacée de sa constellation européenne de référence. Par ailleurs, je voudrais terminer par comme d'habitude, c'est Pipi Family Talks, par une question un peu plus personnelle. Je voudrais vous demander si vous avez une anecdote, une rencontre, un événement particulier qui vous a touché et que vous n'allez pas oublier, et peut-être une des lettres que vous avez reçues de citoyens qui voulaient rester et qui vous ont sans doute remercié pour le travail que vous avez fait. J'ai même reçu des lettres de citoyens qui avaient voté pour le Brexit, qui nous remerciaient d'avoir conclu un accord plutôt que de constater une rupture brutale et qui aurait été tragique pour beaucoup de gens. Mais j'ai reçu effectivement beaucoup de lettres, je ne les ai pas ici sous la main. Un moment émouvant, très émouvant, pour moi, a été une rencontre restreinte, privée, au sud de Derry, Londonderry, en Irlande du Nord, à la frontière avec l'Irlande, où j'ai rencontré un groupe de femmes il y a 3 ans qui m'ont reçu pour m'expliquer tout ce qu'elles faisaient entre les deux côtés, le nord et le sud, à la frontière, sur le plan social, sur le plan de la formation des femmes, sur le plan de l'environnement. Et pourquoi j'ai été ému? Parce que plusieurs de ces femmes pleuraient en m'expliquant que cette paix, qui datait d'à peine 20 ans, hein, il y a eu 4000 morts en Irlande du Nord, 4000 morts dans ce conflit entre ces deux communautés. Ces femmes me disaient, on vous supplie pour que ça ne recommence pas. Faites en sorte que ça ne recommence pas. C'est pour ça, Sarah, que tout au long de cette négociation, j'ai eu cette exigence de la paix en Irlande. La paix, c'est pas une question de marchandises, de technique, de finance, c'est une question d'hommes et de femmes. Et nous sommes comptables de cette paix en Irlande. Nous supportons tous les processus pour accompagner la paix, notamment avec un programme financier qui s'appelle le programme précisément Peace. Et nous allons augmenter ce programme à partir de cette année. Donc j'ai gardé en tête cette rencontre qui m'a beaucoup ému. Vous savez, la politique, c'est d'abord une question d'aimer les gens et d'aimer les rencontrer, les écouter. Donc j'ai toujours pensé ça depuis le premier jour où j'ai été élu et je continuerai jusqu'au bout. Et c'est aussi pourquoi j'ai gardé en tête cette idée, cette exigence de la paix, comme une autre exigence, celle de protéger le marché intérieur, et enfin l'exigence de bâtir avec ce grand pays qu'est le Royaume-Uni, qui a toujours été solidaire, notamment au XXe siècle, dans les pires heures de l'Europe,
de garder la possibilité d'une relation, d'une coopération intelligente pour l'avenir, parce que nous avons besoin, même s'ils sont maintenant en dehors de l'Union, de coopérer intelligemment dans beaucoup de domaines, et c'est ce à quoi correspond ce traité. Voilà, je voulais vous dire cela, et bien sûr, j'ai d'autres souvenirs dans cette négociation, mais j'ai en particulier ce souvenir parce qu'il est au cœur du combat humain. Je pense que c'est la façon meilleure de conclure cet entretien en rappelant que la politique, c'est avant tout de se mettre au service des personnes, des hommes et des femmes, qu'il ne s'agit pas, comme vous avez dit, de marchandises seulement. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Et encore de nouveau, merci pour le travail que vous avez mené, que vous continuez à mener. And to all our viewers, thank you very much for tuning in to this new episode of the EPP Family Talks, and see you next time.